Chers élèves, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de la déshydratation aiguë. Je vais faire mon exposé organiser mon exposé en deux séances. Dans un premier temps, on va surtout parler de rappel physiologique, physiopathologique et de la clinique. Et on laissera pour une autre fois la conduite à tenir proprement dite. Il n'y a pas mieux pour commencer ce cours que de rappeler ce verset coranique qui justifie l'importance de l'eau pour la vie. La déshydratation aiguë se définit par un déficit hydroélectrolytique aigu. Cette définition est très importante parce que le titre peut prêter à confusion. Quand on parle de déshydratation aiguë, généralement on ne pense qu'à l'eau. Or, la déshydratation est un déficit en eau, c'est vrai, mais aussi et surtout parfois en électrolytes. Un aspect qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de déshydratation aiguë. Jusqu'à l'heure actuelle, les causes de déshydratation sont dominées par les entérites aiguës. C'est une pathologie qui a tendance à revenir sur la scène, en particulier à certaines périodes de l'année, l'été en particulier. Et parmi les différents types de déshydratation, on retrouve toujours la déshydratation isotonique en tête, même si parfois la déshydratation hypertonique ou hypernatrémique reprend le dessus. Sur le plan physiologique, je vous rappelle que le secteur de l'eau représente 70% du poids du corps, en moyenne, c'est une moyenne. Et qu'il se subdivise en un secteur intracellulaire qui fait 50% du poids du corps, et les 20% qui restent se subdivisent en secteur interstitiel et plasmatique. Vous voyez que le secteur plasmatique fait 5%. On aurait tendance donc à le négliger. Or, il est le plus important quand même, en tout cas il est aussi important le secteur intracellulaire dans la mesure où vous le voyez, comme l'indique cette diapositive et cette approche concentrique, il est celui qui est en contact avec l'extérieur. C'est de cela qu'il tire son importance et malgré ces 5%, ça reste un secteur important. J'ai dit que les 70% du poids du corps représentent une moyenne, puisque vous voyez sur ce schéma que entre le fœtus et la personne âgée, les pourcentages passent de 100% à 50% pratiquement. Chez l'enfant, d'une façon générale, effectivement, on est autour de 70-80% des cas. Le secteur extracellulaire est composé de cations et d'anions. Une colonne des cations et une colonne des anions qui doivent absolument être équivalentes. Dans la colonne des cations, on trouve comme cation principal le sodium. Il est tellement prépondérant que c'est lui qui va régir, comme on va le voir dans un moment, qui va régir justement la pression osmotique. Il y a aussi du potassium, du calcium et du magnésium. Dans la colonne des anions, on a les bicarbonates qui représentent des bases tampons importants à l'état physiologique déjà, et on retrouve des protéinates et d'autres anions qui peuvent aussi contribuer à la lutte contre toute tendance vers l'acidose. Sur le plan intracellulaire, les choses s'inversent forcément. Et le cation principal, c'est le potassium. Le potassium est essentiellement intracellulaire. Cela est très important. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'à l'intérieur de la cellule, vous avez aussi des bases tampons. Les bicarbonates, on en trouve ici, les protéinates aussi. Et ces bases tampons intracellulaires, parfois, seront mises à contribution pour lutter contre toute tendance vers l'acidose. On n'a parlé que deux secteurs. C'est à l'état physiologique, il n'y a effectivement que ces deux secteurs, l'intracellulaire et l'extracellulaire. Il ne faut pas oublier que par moment, dans des situations pathologiques, un troisième secteur peut apparaître et il va avoir de l'importance justement au cours de ces situations pathologiques. Ces situations, on peut en citer les principales en cas d'acide, en cas de pleurésie, le liquide qui s'accumule au niveau de l'intestin et lors des états d'occlusion ou lors d'une urétéroïdie en néprose. Ce troisième secteur peut prendre de l'importance
et il doit être pris en compte, et si on le fait disparaître brutalement, ça peut donner lieu à des perturbations hydroélectrolytiques et à une déshydratation. Cette diapositive est très très importante pour les pédiatres et en pédiatrie d'une façon générale. Cette diapo compare un organisme d'un nourrisson, l'organisme d'un nourrisson pesant 7 kg à celui d'un adulte pesant 70 kg. 70% justement du poids du corps, ça vous fait 1400 cc, c'est le turnover extracellulaire. Donc 1400 cc représente 20% du poids de ce nourrisson, le secteur extracellulaire. Le secteur extracellulaire d'un adulte de 70 kg est de l'ordre de 14 000 cc. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien de sorcier et on ne voit pas où cette diapo veut nous mener. Par contre, si on fait une analyse dynamique de cette diapositive, on se rend compte que si on tient compte des entrées et des sorties, que chez le nourrisson ce nourrisson de 7 kg, il a des entrées de 700 cc pour remplacer les 700 cc qui représentent les sorties. Chez l'adulte, les sorties sont de 2000 cc, elles sont remplacées par 24 heures par 2000 cc en guise d'entrée. Et c'est là où on va se rendre compte que finalement, les entrées ou les sorties représentent pratiquement la moitié du secteur extracellulaire chez le nourrisson de 7 kg. Alors que chez l'adulte de 70 kg, les entrées ou les sorties représentent le septième à peine. Donc l'organisme du nourrisson de 7 kg, si les entrées disparaissent ou si les sorties dépassent les 700 cc, cela va avoir un retentissement plus rapide et plus grave chez le nourrisson de 7 kg par rapport à l'adulte de 70 kg qui, lui, va se défendre beaucoup mieux. C'est ce qu'on a appelé l'inconvénient d'être petit. Les mouvements de l'eau entre les différents secteurs hydriques, hydroélectrolytiques de l'organisme et le milieu extérieur se font par différents procédés. D'abord, au niveau des entrées, vous avez, c'est surtout la voie orale. L'enfant, le nourrisson et l'enfant vont dépendre étroitement de l'apport oral qui vont se retrouver au niveau du tube digestif, et il y a des phénomènes d'absorption et de sécrétion, et en fin de compte, les sorties digestives sont représentées par les selles. Se retrouvent toutes dans les selles. Les sorties aussi peuvent se faire ailleurs, à travers l'urine, mais aussi la peau et le poumon. La peau à travers la transpiration, le poumon à travers la respiration, et cela à l'état normal. Les pertes digestives sont visibles et quantifiables quand on veut. Les pertes urinaires également, elles restent importantes. Et les pertes digestives ne représentent qu'à l'état normal que 1 à 2% du poids du corps. Les pertes urinaires peuvent aller jusqu'à 60-65% des pertes de l'organisme, des pertes d'eau de l'organisme vers le milieu extérieur. Les pertes par la peau et les poumons représentent 30 à 35%, et on les appelle les pertes insensibles, justement parce qu'elles ne sont pas visibles, donc pas quantifiables, et on les a appelées les pertes insensibles. C'est très important de les prendre en considération parce que parfois, à travers la peau, les pertes excessives à travers la peau ou à travers le poumon peuvent entraîner une déshydratation. Une loi très importante en matière de déshydratation, c'est la loi de l'osmose qui indique que la pression osmotique à travers une membrane semi-perméable qui ne laisse passer que l'eau, cette eau va passer justement de l'endroit où la pression osmotique est la plus basse vers l'endroit où la pression osmotique est la plus élevée. C'est ce qui se passe. Cette membrane semi-perméable, c'est exactement ce qu'est la membrane cellulaire. Alors l'osmolarité du plasma, il faut rappeler qu'elle est surtout dictée par le sodium, accessoirement par l'urée et la glycémie. Mais quand l'urée est normale et la glycémie normale, c'est le sodium qui reflète la pression osmotique qui va régner au niveau du secteur plasmatique. Sur le plan physiopathologique, tout commence au départ par
par les pertes vers le milieu extérieur, généralement. Voici votre secteur intracellulaire, voici votre secteur extracellulaire qui est isotonique, c'est-à-dire qu'il a isotonique et c'est lié, cette isotonie est liée à une natrémie qui se trouve ou qui tourne autour de 130 à 150 milliequivalents par litre. Et voici un robinet qui à l'état normal ne fuit pas et donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Un beau jour, il y a des pertes vers le milieu extérieur parce que le robinet fuit. Alors, selon la nature de ces pertes, on va avoir trois types de déshydratation, ou trois types de retentissement sur les secteurs et trois types de déshydratation. Si les pertes sont isotoniques, c'est-à-dire qu'il y a autant de sodium que d'eau perdue, ça veut dire que le secteur extracellulaire restera isotonique, il restera autant de sodium que d'eau dans le secteur extracellulaire. Et l'osmolarité ne va pas changer dans ce secteur extracellulaire. Mais il est quand même amputé parce que cette quantité d'eau a disparu à travers les pertes vers le milieu extérieur, à travers ce robinet malade. Le secteur intracellulaire, quant à lui, ne va pas bouger puisqu'il n'y a pas de changement de pression osmotique au niveau du secteur extracellulaire. Il n'y aura pas de mouvement anormal dans un sens ou dans l'autre. Cette déshydratation est une déshydratation extracellulaire. Elle va aboutir à une déshydratation extracellulaire pure. Donc si on résume, quand les pertes sont isotoniques, le secteur extracellulaire est amputé, c'est une déshydratation extracellulaire, et elle est pure, c'est-à-dire qu'elle ne s'accompagne pas d'une déshydratation du secteur intracellulaire. Deuxième situation, les pertes sont cette fois-ci hypertoniques, c'est-à-dire qu'il y a plus de sodium que d'eau perdue. Et s'il y a plus de sodium que d'eau perdue, ça veut dire qu'il restera moins de sodium que d'eau dans le secteur extracellulaire. Le secteur extracellulaire devient hyponatrémique et donc hypotonique. Et cette hypotonie, cette hyponatrémie va avoir forcément une conséquence sur la pression osmotique du secteur extracellulaire qui va donc baisser de façon plus ou moins importante. Cette baisse de la pression osmotique va entraîner un mouvement d'eau du secteur le moins concentré vers le secteur le plus concentré. Donc l'eau va passer vers le secteur intracellulaire qui va connaître une expansion du volume d'eau qu'il y a en son sein. Cette situation explique aussi que le secteur extracellulaire soit amputé, donc il y a une perte en eau qui est très importante puisque l'eau, ce port de secteur extracellulaire va perdre de l'eau à travers le robinet et va perdre de l'eau, cette eau qui va passer du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Donc ici, il est amputé de façon beaucoup plus importante que dans la situation précédente. C'est une situation donc qui s'accompagne d'une déshydratation extracellulaire. C'est une déshydratation extracellulaire précoce et grave et d'une hyperhydratation intracellulaire. C'est important de le souligner au passage. Troisième et dernière situation physiopathologique, les pertes qui se font vers le milieu extérieur sont cette fois-ci hypotoniques, c'est-à-dire qu'il y a moins de sodium que d'eau perdue. S'il y a moins de sodium que d'eau perdue, ça veut dire qu'il restera plus de sodium que d'eau perdue dans le secteur extracellulaire. Ceci va avoir forcément des conséquences parce que qui dit hypertonie dit hyperosmolarité. Donc il y a une différence de pression osmotique entre les deux secteurs à travers la membrane cellulaire. Ceci va entraîner un appel d'eau du secteur le moins concentré vers le secteur le plus concentré, c'est-à-dire du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Et le secteur intracellulaire donc va perdre de l'eau, il va être amputé, c'est très important. Le secteur extracellulaire, lui, ne va pas beaucoup souffrir, ou du moins au début, puisque cette eau, la quantité d'eau qui est perdue vers le milieu extérieur, sera plus ou moins remplacée par la quantité d'eau qui arrive du secteur intracellulaire. Donc le secteur extracellulaire ne souffre pas au début. Ce n'est que par la suite que si
cette eau n'arrive pas à remplacer la quantité d'eau qui passe du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire n'est pas aussi importante que celle qui est perdue vers le milieu extérieur, le secteur extracellulaire, à son tour, dans un second temps, de façon moins grave, va souffrir également. Et vous allez avoir dans cette situation une déshydratation intracellulaire au départ et qui va devenir mixte par la suite. À la souffrance du secteur intracellulaire s'ajoutera la souffrance du secteur extracellulaire. Pour nous résumer, quand les pertes sont isotoniques, nous avons affaire à une déshydratation isotonique ou isonatrimique. Quand on dit isotonique, puisque le sodium est l'ion principal, le cation principal du secteur plasmatique, c'est lui qui va régler l'osmolarité ou la tonicité. Donc quand on dit déshydratation isotonique, ça veut dire déshydratation isonatrimique, ça veut dire aussi déshydratation iso-osmolaire. Et dans ce type de déshydratation, la déshydratation est extracellulaire pure. Quand les pertes sont hypertoniques, cela va aboutir à une déshydratation hypotonique. Hypotonique parce que hyponatrimique et hypoosmolaire. Et dans ce type de déshydratation, comme on l'a déjà vu, nous avons une déshydratation extracellulaire qui est précoce et grave et avec une hyperhydratation intracellulaire. Quand les pertes sont hypotoniques, nous allons obtenir une déshydratation hypertonique ou hypernatrimique ou hyperosmolaire. Tout cela, c'est des synonymes puisque la tonicité et l'osmolarité sont réglées par justement la natrémie. Dans ce type de déshydratation hypertonique, la déshydratation au départ du moins, elle est intracellulaire pure et ensuite elle peut devenir mixte à n'importe quel moment, surtout si les pertes vers le milieu extérieur se pérennisent et sont entretenues. Un peu de clinique sur la physiopathologie, pour ne pas avoir à revenir là-dessus. Les signes de souffrance intracellulaire dans ce type de déshydratation vont se manifester par des muqueuses sèches, une soif vive et de la fièvre, alors qu'il n'y a aucun foyer infectieux évident. De l'irritabilité, ce qui traduit la souffrance du système nerveux, puisque le système nerveux fait partie du secteur intracellulaire. À un stade de plus de gravité, nous allons avoir des convulsions, voire un coma, et le décès est parfois au bout, malheureusement. On va s'attarder un peu plus sur la déshydratation extracellulaire. La déshydratation extracellulaire, elle comprend aussi une amputation du secteur plasmatique, forcément. Et cette diminution du volume plasmatique va entraîner une hypovolémie. Et l'hypovolémie va entraîner un collapsus ou carrément un choc de type hypovolémique, forcément. Ce collapsus au choc est un élément de gravité qui explique parfois le décès. Mais les choses ne s'arrêtent pas à ce niveau-là, puisque cette hypovolémie peut avoir aussi entraîné une insuffisance rénale fonctionnelle, si le rein n'est pas bien perfusé. Donc la filtration glomérulaire va diminuer. Si la filtration glomérulaire diminue, le rein ne va pas pouvoir éliminer les déchets qu'il a l'habitude d'éliminer, qui sont en excès, qui sont dangereux pour l'organisme. L'enfant entre dans une insuffisance rénale, mais qui est à ce stade-là purement fonctionnelle, parce que c'est juste une question de débit sanguin rénal. Si les choses continuent à évoluer, malheureusement, elle peut devenir organique si des lésions d'hypoxie du tissu rénal surviennent. L'insuffisance rénale devient organique et à ce moment-là, elle devient beaucoup plus difficile à prendre en charge. Heureusement que cette situation, ce passage se fait très 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 rarement et heureusement que dans la majorité des cas, on arrive à intervenir assez tôt sur la volémie et donc on reste au stade d'insuffisance rénale fonctionnelle qui va être levé assez facilement dès qu'on améliore le débit sanguin rénal à la suite de l'amélioration de la volémie. Le collapsus ou le choc explique l'insuffisance rénale fonctionnelle et organique favorise cette évolution vers ces deux types d'insuffisance rénale. Le collapsus ou le choc va entraîner aussi une acidose métabolique. Tout le monde le sait. Quand les tissus sont mal perfusés, les tissus ils vont être obligés d'avoir un métabolisme en anaérobie et ce métabolisme va aboutir à la production d'acide lactique en grande quantité
et explique l'acidose métabolique ou la tendance vers l'acidose métabolique et l'installation de cette acidose métabolique. Quand l'organisme va essayer de lutter contre cette acidose métabolique, il faudrait qu'il dispose des bases tampons. Or, les bases tampons qu'il y a dans le secteur extracellulaire, dans le plasma, sont en déficit. Pourquoi? Parce que dans les entérites aiguës en particulier, il y a du bicarbonate qui est perdu dans les selles, dans les selles diarrhéiques. Et donc, au niveau du plasma, il y a moins de bases tampons. Résultat, l'organisme va essayer d'utiliser quand même les bases tampons intracellulaires. On a vu tout à l'heure qu'on en avait à l'intérieur de la cellule, mais ces ions H+, pour être tamponnés à l'intérieur de la cellule, il faut qu'elles pénètrent. Ces ions H+, en excès doivent pénétrer à l'intérieur de la cellule. Alors, quand ils pénètrent dans la cellule, il faudrait qu'un ion chargé positivement, comme le sont les ions H+, chargés positivement, sortent de la cellule. Celui qui est le mieux désigné, c'est celui qui existe en grande quantité à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire le potassium. Donc, chaque fois qu'il y a une acidose métabolique, entre autres choses, des ions H+, vont être obligés d'entrer dans la cellule, et quand un ion H+ entre dans la cellule, il y a un ion potassium qui en sort, ce qui explique aussi la tendance vers l'hypercalémie. Cette hypercalémie est aggravée par l'insuffisance rénale fonctionnelle et ou organique, cela dépend des stades, mais les deux vont expliquer et aggraver l'hypercalémie parce que l'excès en potassium ne pourra pas être éliminé. Voici un peu de clinique toujours, l'aspect d'un enfant déshydraté. Vous voyez ses yeux creusés, ce qu'on appelle les globes oculaires excavés de l'enfant. C'est des yeux qui sont enfoncés dans l'orbite parce que l'œil justement contient, le globe oculaire contient de l'eau et cette eau appartient au secteur extracellulaire. Donc chaque fois qu'on a une déshydratation extracellulaire et qu'elle est relativement importante, le globe oculaire, la quantité d'eau qu'il y a dans le globe oculaire diminue et on a cette excavation, cet enfoncement des globes oculaires que l'on appelle classiquement globe oculaire excavé. Voici aussi un aspect de profil, c'est aussi évident que de face. Le pli cutané aussi, le tissu interstitiel et extracellulaire qui représente le secteur extracellulaire et le secteur vont voir leur eau diminuer et quand on prend entre le pouce et l'index pour faire un pli au niveau de l'abdomen notamment, de l'abdomen, théoriquement dès qu'on relâche notre pression, la peau retrouve son aspect initial. Chez le déshydraté, le pli reste. Voilà, il met du temps, il met une seconde, 2 secondes, parfois il reste encore quelques minutes dans les états les plus sérieux, les plus avancés. C'est ce qu'on appelle persistance du pli cutané, qui est un très bon signe de déshydratation extracellulaire, qu'il est difficile justement d'analyser ou d'apprécier chez l'obèse. C'est parfois une de nos difficultés, mais heureusement qu'il y a d'autres signes, comme on l'a dit, l'insuffisance rénale fonctionnelle et organique va donner une oligurie, voire une anurie, et les globes oculaires excavés seront là pour nous aider, le cas échéant. Voici aussi un des signes de la déshydratation extracellulaire. Voici chez un nourrisson qui a la fontanelle antérieure qui est encore ouverte. Je vous rappelle qu'elle est encore ouverte jusqu'à l'âge en moyenne de 18 mois, mais au cours de la première année, elle est encore bien ouverte. Et sous la fontanelle antérieure, il y a du liquide céphalorachidien au niveau des ventricules, justement. Et ce liquide céphalorachidien appartient au secteur extracellulaire. Donc, toute amputation du secteur extracellulaire va expliquer justement cette dépression de la fontanelle antérieure. Et c'est aussi chez le nourrisson qui a encore une fontanelle antérieure ouverte et bien ouverte, c'est un excellent signe de déshydratation extracellulaire. Le collapsus ou le choc c'est des signes qui sont caractéristiques, qui sont bien connus, des extrémités qui sont froides, une hypotension, pour peu que qu'on prenne le temps de prendre la tension artérielle chez le nourrisson, parce que ça se prend aussi et c'est un signe important.
Et le temps de recoloration cutanée, le TRC, va être supérieur ou égal à 3 secondes, alors qu'il est généralement de 1 à 2 secondes, ce qui traduit la mauvaise perfusion des tissus périphériques. L'acidose métabolique a aussi un certain nombre de signes qui sont classiques, la polypnée, le myosis et les marbreurs. Parmi les 3 signes, celui qui est le plus intéressant, le plus fréquemment rencontré et croisé, c'est la polypnée. Il s'agit d'une polypnée qui peut être très importante. Sa caractéristique, c'est que c'est ce qu'on appelle une polypnée sine materia, sans matériel organique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pathologie respiratoire, ni haute ni basse. L'examen est tout à fait normal. S'il nous arrive de faire des radios pour une raison ou une autre, la radio est tout à fait normale. C'est une polypnée d'origine centrale. Elle est due à l'acidose métabolique. Justement, le centre respiratoire est stimulé par l'acidose métabolique et une hyperventilation voit le jour. Et la polypnée représente un excellent signe, surtout quand il n'y a aucune pathologie respiratoire sous-jacente. Le sachet à urine ici rappelle que l'insuffisance rénale fonctionnelle organique va donner une oligurie, voire une anurie, et le recueil de l'urine chez un enfant déshydraté revêt une importance capitale parce que c'est lui qui va nous dire si les choses sont sérieuses. Et en cas de bonne évolution, c'est l'urine, c'est l'apparition de l'urine qui va nous indiquer le début de la correction de cette déshydratation extracellulaire, du collapsus et de l'insuffisance rénale, qu'elle soit fonctionnelle ou organique. L'acidose métabolique, on a vu, donner une hypercalémie. L'hypercalémie peut avoir un retentissement sur le cœur. Cette hypercalémie peut être fatale. Un nourrisson déshydraté peut mourir par arrêt cardiaque suite à une hypercalémie. Les corrélations entre l'ECG et la calémie est classique et connue et bien documentée. C'est surtout l'onde-T qui est impliquée. Plus il y a de potassium dans le secteur plasmatique, plus l'onde-T va devenir ample, va devenir symétrique. Elle a une pente ascendante, une pente descendante qui ne sont pas à l'état normal symétrique, mais les deux vont devenir symétriques et elle va avoir un aspect pointu. Donc pointu, symétrique et ample. C'est un excellent signe quand on a du mal à avoir la calémie. Un tracé électrocardiographique peut très bien nous aider, nous donner une idée précise, puisque les corrélations électriques et biologiques sont bien établies. L'hypovolémie, on approche de la fin de ce rappel physiopathologique. L'hypovolémie va entraîner, il y a eu d'autres adaptations qui ont lieu, cette hypovolémie va entraîner une hypersécrétion de 3 types d'hormones. C'est important de se le rappeler. De l'adrénaline, de l'aldostérone et de l'ADH. L'adrénaline d'abord, forcément c'est l'hormone du stress, et ceci va entraîner une vasoconstriction périphérique et splanchnique pour privilégier justement l'irrigation du cerveau et du cœur, organe noble s'il en est. Cette vasoconstriction périphérique, elle va se manifester par justement cette froideur des extrémités que l'on a décrite lors de la clinique. Il y a aussi une hypersécrétion d'aldostérone et d'ADH. L'aldostérone va entraîner une réabsorption de sodium et d'eau pour essayer de rétablir la volémie. L'ADH, c'est une réabsorption d'eau pure et les objectifs des deux hormones, de l'hypersécrétion réactionnelle de ces deux hormones, c'est toujours pour rétablir la volémie. Et cela s'observe dans tous les états d'hypovolémie, et on a vu que l'hypovolémie était essentiellement rencontrée au cours de la déshydratation isonatrémique et encore plus au cours de la déshydratation hypotonique ou hyponatrémique. Une situation particulière, l'hypovolémie entraîne, comme on vient de le voir, une hypersécrétion d'ADH. Mais l'ADH, en fait, elle est surtout, son stimulus principal, c'est l'hyperosmolarité. Et dans quel cas on rencontre l'hyperosmolarité? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans les cas d'hypernatrémie. Donc c'est dans la déshydratation dite hypertonique ou hyperosmolaire, qui est surtout une déshydratation intracellulaire, comme on l'a vu. Il y a une hypersécrétion d'ADH, et cet ADH va entraîner une réabsorption d'eau pure, et c'est dans le but de rétablir la volémie, mais surtout l'osmolarité.
s'il n'y a que de l'eau pure qui est réabsorbée, elle va un petit peu diluer l'excès de sodium qu'il y a dans le secteur plasmatique et rétablir la pression osmotique au niveau du secteur extracellulaire. Et donc le secteur intracellulaire souffrira moins de cette différence de pression osmotique entre les deux secteurs. Et cela se voit surtout dans la déshydratation hypertonique, comme on vient de le voir.